Donc finalement, ce sont des univers différents. Bon, je peux oublier mon crossover avec les X-Men alors. Salut à tous! Comme vous l'aurez deviné, cette vidéo est une review dédiée au film Fantastic Four, troisième du nom et quatrième tentative pour adapter au grand écran les aventures du plus ancien groupe de super-héros de Marvel Comics. Si vous vous attendez à ce que j'injure le film, les acteurs, le réalisateur et le studio, comme de nombreuses personnes l'ont fait et le font encore, je vais vous décevoir. Alors non, ce n'est pas le film fantastique que l'on attendait tous, loin de là. Malgré tout, certains éléments et certains choix m'ont plu et m'empêchent de détester totalement ce film. Pour mieux exposer mon avis très partagé et honnêtement assez confus, je ne vais pas me priver pour les spoilers. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film et que vous comptez le faire en gardant la surprise, je vous conseille de revisionner cette vidéo une fois sortie de votre salle de cinéma. Si mon avis sur les 4 Fantastiques est si partagé, c'est parce que le film lui-même donne un sentiment d'irrégularité. Ce qu'il est important de prendre en compte avant d'aller le voir, c'est que son but est de revisiter l'histoire des 4 Fantastiques et de la moderniser. Cela se voit dans le choix du casting, dans l'esthétique. Malheureusement, cela peut aller trop loin, au point où les fans de comics ne retrouvent pas la famille et l'univers qu'ils connaissent. La première moitié du film a l'avantage de plutôt bien développer les personnages. L'amitié entre Ben et Reed, la relation entre le professeur Storm et ses enfants, les problèmes qu'a eu Victor dans le passé. Tout cela s'installe progressivement pour finalement nous donner des personnages avec des convictions et des motivations propres. Le tout dans une atmosphère de science-fiction plutôt intéressante. Puis il y a le premier voyage, l'exploration de la planète Zéro, la mort présumée de Victor et le retour en catastrophe. Contrairement à ce que j'ai vu dans de nombreuses critiques, les effets spéciaux ne m'ont pas dérangé. Je les ai trouvés plutôt acceptables. La planète Zéro fait vraiment environnement hostile. Le look de la torche humaine m'a beaucoup plu, plus que celui de 2005, car il fait vraiment comics et semble à la fois magnifique et terrifiant avec ses yeux brillants et vides. Pour ce qui est de la chose, c'est encore plutôt une réussite. Bref, avec la découverte des pouvoirs, s'opère un changement de genre, de la science-fiction à l'horreur. C'est ce moment du film que l'on peut comparer à La Mouche de Cronenberg, des scientifiques qui, suite à une expérience de téléportation, perdent le contrôle de leur corps qui mute. Suzanne elle-même se refuse à parler de pouvoir, préférant l'expression anomalie génétique. Jouer la carte de l'angoisse dans un film de super-héros est une idée originale et pertinente, qui a changé la façon dont je vois les capacités élastiques de Reed, que j'avais toujours trouvé plutôt ridicules dans les autres adaptations. Ici, c'est vraiment une malédiction. Même si cela peut paraître absurde dans un film où un homme se transforme en géant de pierre, il y a une volonté de réalisme. Comme dans Man of Steel, on se pose la question de savoir quelle serait la réaction des humains face à des êtres supérieurs. Et la réponse à cette question est la triste réalité. Le premier usage envisagé d'une découverte scientifique est souvent militaire. Les choix que font alors les personnages sont tout de même assez intéressants. Suzanne, qui vient d'un pays qui a connu la guerre, refuse de se joindre à l'armée, comprenant en plus qu'elle serait utilisée comme une arme. Ben comprend que sa vie ne sera plus jamais la même, et il décide donc de lui trouver un nouveau sens. Johnny, malgré son comportement qui montrerait le contraire, a toujours été persuadé par son père qu'il pourrait faire de grandes choses. Il voit en ses pouvoirs une façon d'y arriver. Horrifié par ce qu'il a fait à ses amis, Reed décide de fuir. Et c'est à mon sens, quand l'inscription 1 an plus tard apparaît à l'écran, que le film commence à se perdre, ou du moins à me perdre. Pourquoi cette ellipse? C'est là que nous aurions dû voir le groupe se former et apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Au lieu de quoi, Reed disparaît 1 an et les personnages sont plus séparés que jamais. Tout ce que la première moitié du film a essayé de construire disparaît totalement. Le film est court, 1h46, quand les autres films de super-héros tournent généralement autour de 2 heures. Du coup, le bond d'1 an en avant fait venir la fin beaucoup trop vite. Reed est retrouvé, aide à la construction d'une nouvelle machine à téléporter, grâce à laquelle Victor, désormais Fatalis, est ramené sur Terre.
Après avoir tué quelques personnes, y compris le professeur Storm, Fatalis décide de retourner sur la planète Zéro, créant un trou noir qui menace d'engloutir la Terre. Tout cela va très vite et l'ellipse d'un an nous y conduit directement. Et nous entrons là, à mon avis, dans le pire moment du film, le climax qui n'en est pas un, la bataille finale qui aurait pu être épique si elle n'était pas bâclée et si rapide. Sérieusement, il suffirait de cligner des yeux pour rater toute la fin du film. Bon, c'est vrai, le portail à fermer n'est pas une première dans le monde des super-héros. Cela se retrouve dans des films comme Man of Steel ou Avengers par exemple. Mais ce n'est pas le principal problème. Discours cliché sur l'union qui fait la force, l'équipe qui se forme alors qu'il n'y a plus aucune alchimie entre les personnages, et ce gros problème du combat trop rapide pour que le spectateur se sente impliqué, la fin est une grosse déception, quand les 40 premières minutes semblaient plutôt prometteuses. Mais, comme si cela ne suffisait pas, le supplice se poursuit dans la scène finale où le groupe trouve son nom. Là, on sent que l'on a atteint le fond et que même les blagues des personnages ne peuvent sauver ce dialogue digne d'une fiction écrite par des fans. Ainsi, en 1h40, le film prometteur sombre vers la catastrophe. Mais à qui la faute ? Josh Trank, le réalisateur, semblerait être le premier à accuser. Mais si l'on se tient aux rumeurs et aux tweets qu'il a publiés et finalement supprimés, le réalisateur de Chronicle aurait eu une autre vision du film, mais le studio Fox aurait également posé ses propres contraintes, sa propre vision, donnant naissance à ce film irrégulier, court, aux nombreuses scènes retournées et finalement assez impersonnelles. Il est clair également que son scénario n'est pas le fort du film. Mon plus grand regret, la sous-exploitation de Fatalis. L'alter ego de Victor Doom n'apparaît finalement qu'une vingtaine de minutes, pas assez pour être crédible. Et après le combat de 5 minutes, il est tué. Fatalis, ce personnage régulier et central des 4 Fantastiques, et un des meilleurs méchants de Marvel, est tué après 20 minutes d'apparition. Et c'est bien dommage, car malgré le fait qu'il soit si éloigné de sa forme comics, cette réinvention du personnage est plutôt badass. La scène où il s'échappe reste celle qui m'aura le plus marqué dans ce film. Parlons des acteurs. C'est ce qui m'inquiétait le plus, mais finalement, ils se débrouillent plutôt bien, étant donné le scénario. Il y a tout de même quelque chose qui m'a dérangé, et cela est dû au fait que de nombreuses scènes aient été tournées, retournées, qu'on ait fait revenir les acteurs. Les cheveux de Kate Mara n'arrêtent pas de changer tout au long du film. En conclusion, les 4 Fantastiques semblent maudits. Toujours pas de très bons films, et ce qui est frustrant avec cette dernière adaptation, c'est que l'on sent tout de même, au fond, un certain potentiel dans ce film qui ne sera pas allé jusqu'où son réalisateur voulait l'emmener. Nous devons nous contenter de cette déception inachevée et impersonnelle d'1h46, en espérant que si les 4 Fantastiques reviennent un jour, suite ou remake, ils auront appris de leurs erreurs passées. C'était ma review, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.